Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle émission. Alors déjà, nous allons accueillir dans un instant Isidore Le Puisatier pour ce deuxième épisode de cette série pour remettre au goût du jour l'activité de puisatier en comparaison aux foreurs et aux sourciers notamment. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer notamment la déclaration d'un puits. Comment on le fait, dans quelles circonstances. On va parler aussi du compteur obligatoire pour tout pompage et ensuite on va faire une sorte de synthèse de cet épisode en fin d'émission. En parallèle, nous évoquerons aussi des articles qu'Isidore m'a envoyés sur l'historique des puits artésiens. Nous allons évoquer également les attention aux foreurs clandestins. On va parler de la différence entre les puits et les forages ou encore on va évoquer les puits de plus de 10 mètres de profondeur parce qu'il y a des réglementations spécifiques. On va évoquer aussi le brevetage du système d'embuage et enfin la méthode pour apprendre à nettoyer scientifiquement des puits anciens dits à ciel ouvert. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Les ouvrages derrière moi pour nous accompagner avec la forteresse agricole de Gilles Luneau, le grand virage de l'humanité de Philippe Guillemont ainsi que la physique de la conscience du même auteur, la 5G, mon amour, avec Nicolas Bérard, la gouvernance perverse de Marion Saint-Michel. À ma droite, Silence dans les champs de Nicolas Legendre, L'arc-en-ciel invisible de Arthur Furstenberg, l'agenda 2030 juste à côté de Pierre Matt, Le réveil a sonné de Didier Rellac et enfin Gouverné par le chaos de Lucien Cerise. Alors je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Isidore Le Puisatier, je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou d'aucune confrérie ou réseau hermétique connu à ce jour. Je parle en mon nom propre, intellectuellement et financièrement. Et je rappelle que Isidore est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Donc merci d'être présent et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse dire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Isidore. Bonsoir mon ami. Merci d'être présent pour ce nouvel épisode, deuxième épisode de la série Isidore Le Puisatier. Donc je suis ravi de vous retrouver Isidore pour cette fois aller un peu plus loin dans la sphère et le monde des merveilleux des puisatiers, avec quand même une concurrence avec les foreurs et nous allons y revenir. Alors j'ai eu l'occasion de lire les articles que vous m'avez envoyés, c'est très instructif. Cela permet de mieux comprendre aussi l'impact que l'eau a, pas seulement dans notre corps et dans nos vies, mais aussi en tant que, j'allais dire, business, l'or bleu en quelque sorte. Donc pour rappeler à nos spectateurs un petit peu en quelques mots ce que nous avons évoqué dans le premier épisode, on a parlé de l'idée de confrérie de puisatiers, même d'une école, si ça voit le jour prochainement. Et puis également, on avait évoqué un peu la déclaration en mairie, mais cette fois, on va vraiment passer une partie de l'émission sur comment on déclare, etc., parce qu'il y a des règles à respecter, ça ne se fait pas comme ça. On va aussi parler on a parlé de la transmissivité de l'eau, ou encore de son étanchéité par rapport au puits. On a parlé un petit peu des veines. Alors là, on va accentuer le détail sur la déclaration, sur le compteur obligatoire pour tout pompage et nous parlerons des articles que j'ai pu lire pour préparer cette émission. Il y en a 4 ou 5 au moins. Ça permet de faire une petite synthèse générale. Alors, entre-temps, Isidore, vous, pour parler de la déclaration du puits, qu'est-ce que vous recommandez à toutes les personnes qui sont intéressées pour déjà créer un puits, s'en occuper, au-delà du nettoyage? Qu'est-ce que vous leur recommandez en matière de déclaration?
La loi oblige, enfin oui, la loi oblige à faire une déclaration à la mairie, en Cerfa, je crois, euh, pour faire une simple déclaration. C'est pas une demande d'autorisation. Euh, L'autorisation est faite que pour les puits au-delà de 10 mètres. Alors là, c'est autre chose. Mais sinon, la déclaration, c'est un formulaire pour remplir à chaque mairie. Bon, ça leur permet de le noter sur leur cadastre. Ça leur permet d'avoir une mémoire. C'est la mémoire des puits. Savoir qui c'est qu'un puits. Alors, bien sûr, on va rétorquer, oui, mais c'est pour mieux savoir ou éventuellement faire des taxes et taxer les. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas réellement de taxes sur les puits. Il y a simplement, euh, comment vous expliquer ça? Il y a pas de taxes, mais il y a une obligation. Vous avez le droit d'utiliser 1000 mètres cubes par an sans le déclarer. C'est là où il y a les compteurs. Bon, les compteurs, ils sont faits pour au-delà des 1000 mètres cubes. C'est la loi comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est peut-être pas très généralisé. Je ne connais pas, à part les cultivateurs qui sont, eux, euh, disons que, je sais pas tellement le mot, mais ils sont contrôlés. On Ouais, ils ont contrôle des les inspections en quelque cultivateurs. sorte. On les, Oui, ils ont des inspections. ils ont des inspections, contrôlent les. Pourquoi? Parce que eux aussi, mais attention, eux, ils prennent l'eau dans les nappes phréatiques. Oui. Un puits ne prend jamais, à part que je me trouve en confrontation avec des personnes qui me disent le contraire de ce que j'avance. Tous les puits, depuis que les puits existent, il y en a eu des milliards. Il n'y en a pas un, à ma connaissance, bien sûr, qui a été créé dans une nappe phréatique. Si on fait passer un sourcier, c'est pas pour découvrir une nappe phréatique. Il y en a partout des nappes phréatiques. Sitôt que la pluie, elle tombe, elle s'enfonce dans le sous-sol et ça devient une nappe phréatique. Mais c'est pas là où on fait les puits. Je suis, Bien sûr. je Mais suis justement, complètement abasourdi et étonné que 99% de la population pense que l'on fait des puits dans les nappes phréatiques. Ça n'existe pas. Pour moi, j'en ai jamais vu un. Et j'en ai vu des puits dans ma vie. Hein, j'en ai vu des milliers. Et bien, il n'y en a pas un qui a été créé dans une nappe phréatique. Ils ont été créés dans des veines qui, elles, passent dans les nappes phréatiques sans se mélanger. Parce que si ça se mélangeait, eh ben, il y aurait toute la même eau partout. Mais comme l'eau, il y a de la bonne et de la mauvaise. Bon, dans les nappes phréatiques, il y a 99% de mauvais. Bon, et dans les puits, il y a 98% de bons. Alors bon, moi pardon non, mais Nicolas, mais non, non, non. Mais justement, on est là aussi pour mettre à bas les clichés, les tabous, c'est les des omertas. idées. Mais Et les idées reçues ah ben sont oui, c'est extraordinaire, les idées reçues. Vous prenez 100 personnes, vous leur parlez des puits, eh bien, ces 100 personnes vont vous donner presque des méthodes pour faire un puits. Alors qu'il n'y en a pas un sur les 100 qui la connaît. Mais chacun a son idée. Alors, bon, mais il a entendu le grand-père du coin, il a vous savez, entendu le Isidore, tonton. il y Oui, a aussi pardon. quelque chose qui s'appelle la propagande, la publicité, le lobbying, l'ingénierie sociale. Et c'est vrai que, étant donné que j'allais dire le métier, en tout cas l'activité de puisatier, a
je dirais presque disparu, même si vous êtes un des derniers des Mohicans en quelque sorte, et d'autres aussi. Mais aujourd'hui, dans l'esprit des gens, c'est un peu comme les d'autres métiers qui ont disparu. C'est voilà, on met ça de côté, mais justement, le but de cette série, c'est de remettre au goût du jour cette activité en reprenant les fondations. Et c'est le cas de le dire parce qu'on creuse dans les fondations là par rapport au puits. Donc là, on va même sous terre. Et je pense que c'est un petit peu ça qui symboliquement va faire la différence. Alors, si vous voulez, à ce moment-là, on va passer, puisque la déclaration finalement c'est très simple, c'est en mairie. Quoique, je me pose une question. Si jamais, par exemple, quelqu'un achète un terrain, allez, admettons, soyons fous, 1 hectare de terrain avec une maison dessus, et qu'il découvre sur son terrain que, il y a le puits, donc il doit faire une déclaration en mairie via Cerfa et c'est réglé. Ben, ben oui, Il n'y a pas mais grand-chose de plus à faire. de toute façon, tous les anciens puits, ils sont tous répertoriés sur les cadastres à la D'accord. mairie. Ouais, Alors, donc il n'y a pas bien de. sûr, et pire, tous les puits anciens jusqu'à 1950 étaient tous notariés. Et chez le notaire, quand il vendait à l'époque, quand on vendait une maison, quand on vendait une maison sans puits, admettons qu'il n'y ait pas de puits, bon, ce qui est absolument, à l'époque, c'était impossible, puisqu'on fabriquait, on achetait un terrain, on faisait passer un sourcier, le sourcier détectait une veine, une ou deux ou trois, et le propriétaire, en fonction des veines découvertes, choisissait une veine en disant, bon, on va faire le puits ici, bon, très bien, il faisait le puits, tout se passait bien, et ensuite on construisait la maison, et la cuisine donnait ou sur le puits. Il y en a combien de personnes savent ça? De leurs parents, parce que les jeunes, les pauvres, ben, ils ont vaguement entendu parler des puits par leurs parents et les parents de leurs parents aussi, bien sûr. Et tous les puits étaient, disons, ou devant les cuisines. On bâtissait la cuisine devant le puits. On n'allait pas bâtir la maison 300 mètres plus loin, bien sûr. Puisque l'eau était indispensable. Donc, on bâtissait la, la cuisine ou sur le puits, avec la pompe à l'intérieur, ou alors le puits et la cuisine étaient bâtis juste à 10 mètres ou 15 mètres à peine de la maison, du puits, pardon. Voilà, c'était toujours comme ça. Et chez les notaires, on notait. Pourquoi? Parce que quand on vendait la maison avec le puits, il y avait une plus-value. C'était une maison sans puits, c'est Bien sûr. Non, mais je comprends le principe. Alors justement, Lilian, si vous voulez, on va reprendre les articles que vous m'avez envoyés. Comme ça fera un petit peu le fil conducteur de l'émission. Sachant que tout à l'heure, nous parlerons du compteur obligatoire pour tout pompage, mais qui fait indirectement partie des articles. Alors, le premier article que j'ai lu et que vous m'avez envoyé, c'est l'historique des puits, dit artésien. Alors, artésien, on va faire un petit peu d'éducation populaire, hein, de sémantique et de vocabulaire. Artésien, ça vient de Artois, donc c'est-à-dire pays de Nord-Pas-de-Calais, entre Béthune et Saint-Omer, à peu près. On a, en fait, c'est l'origine des premiers forages français. Voilà. voilà. Ensuite, l'artésianisme, c'est quand la géographie d'un lieu et sa topographie provoquent une mise en pression de l'aquifère, quand l'inclination de la couche géologique imperméable qui le surmonte le contraint sous le niveau de sa ligne piézométrique, c'est-à-dire la ligne d'égalité de pression de l'eau souterraine. Alors là, on va reprendre les termes parce que c'est assez technique. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'aquifère? C'est une certaine profondeur où on a mis des noms dessus. Alors, il y a plusieurs couches. Alors, donc, l'eau qui est prise en sandwich à une certaine profondeur aquifère, disons, eh bien, elle est sous pression. Pourquoi? Parce que l'eau arrive par des veines. Elle n'arrive pas comme ça miraculeusement. Elle arrive par des veines, des cours d'eau. Appelons ça au départ des cours d'eau. Ça n'a rien à voir, mais mettons des cours d'eau.
ces cours d'eau vont dans un endroit, ils se vident dans un endroit. Et un endroit qui est fermé. Alors, on appelle ça des, des couches. Là, j'ai encore perdu le mot, décidément. Pas grave, c'est pas grave. Mais, mais ce sont des nappes dites prisonnières. Voilà, ça c'est le bon terme. C'est la nappe prisonnière. Comme elle est prisonnière, elle est en prison dans une partie qui est imperméable. Mais comme l'eau qui arrive du haut, ce sont des châteaux d'eau. Donc le château d'eau, comme il est haut, eh bien, comme c'est dans une nappe prisonnière, eh bien, il est sous pression. Eh bien, il suffit de faire un trou et l'eau remonte au vase communicant comme un geyser. Elle remonte au vase communicant. Alors, évidemment, eh bien, à partir de là, l'eau qui rentre a un certain temps pour rentrer, mais si on la sort plus vite qu'elle ne rentre, il arrivera un moment où il n'y en aura pas non plus. C'est le problème des baignoires quand on va à l'école et qu'on apprend que le robinet coule de temps et puis la bonde coule de temps. Et combien de temps va mettre la baignoire pour se vider? Voilà. Eh bien, c'est le même principe. Hein. C'est pareil. Et justement, vous nous dites que l'origine de ces puits artésiens, c'est un peu comme les oasis dans les pays arabes, entre autres. Hein, ça rappelle un petit peu cette idée-là. Et que, alors là, c'est intéressant parce qu'on entre vraiment au cœur du sujet, notamment sur les maladies, parce que vous nous dites autour du bassin. Alors, j'ai compris que c'était le bassin d'Arcachon, à moins que ce soit un autre type de bassin. Autour du bassin d'Arcachon, en fait, les puits étaient causaient en fait les fameuses maladies comme la typhoïde, et que à l'origine, c'était les pollutions dues notamment aux nappes phréatiques qui étaient surchargées de microbes. Donc, on voit bien qu'il y a deux types en fait d'eau qu'on verra par la suite, ce sont les veines et les nappes phréatiques. Alors c'est vrai que les nappes phréatiques, jusqu'à ce que je vous lise et que j'apprenne à vous connaître, on en avait une image assez, je dirais pas d'épinal, mais en tout cas, on savait qu'il y avait de la pollution, etc., mais on s'en préoccupait pas plus que ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on peut imaginer, puisque c'est tout ce qui provoque le pire chez l'homme, que ce soit les maladies, que ce soit la pollution de l'eau, la contamination également. Je vais parler un petit peu du bassin d'Arcachon que je crois un peu connaître. D'abord, j'y suis né. Et et des puits, j'en ai fait quelques milliers même. Et je vais vous parler un petit peu des puits artésiens du bassin d'Arcachon. Alors, à une certaine époque, toutes les maisons avaient comment dirais-je, des poulaillers, on avait des lapins, on avait des animaux, et on avait des tas de fumier. Bon. Et toutes les maisons avaient à peu près ça. À la maison où j'étais, où il y avait un cochon même. Bon, donc, il y avait un tas de fumier. Et ces tas de fumier, quand il pleut, il y avait des infiltrations. Et comme nos puits traditionnels ne sont pas très profonds, à force de forcer, eh ben, il y a eu quelques infiltrations qui sont passées dans les veines, malheureusement. À force, normalement, les veines et la nappe phréatique ne se mélangent pas à cause des températures et des densités. Ah oui, il y a des densités et la température. Donc la veine, si la veine se mélangeait naturellement, il n'y aurait pas de veine. Donc si les veines existent, c'est que physiquement, elles peuvent exister. Donc ces veines, elles ont été plus ou moins, certaines veines ont été contaminées par toutes les déjections, tous les fumiers qu'il y avait au-dessus, mais un jour, il y a eu des infiltrations à certains. Alors, comme il y a eu des morts à la typhoïde, ça rigole pas la typhoïde. Alors, comme il y a eu des morts, eh bien, les gens s'étaient un petit peu révoltés.
Alors, les maires de l'époque, je vous parle il y a près de 100 ans de ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont demandé secours à la région. Et la région, la préfecture de l'époque, avait donné l'autorisation express de pouvoir créer des puits dits artésiens sur la voie publique. Attention, les gens croient qu'on pouvait en faire partout. Non, non, non. Dans la région du bassin, ailleurs je ne sais pas trop, mais dans la région du bassin, c'était sur la voie publique. Pourquoi? Pour que les gens puissent aller pour puiser de l'eau à ces fontaines, bien sûr, pour suppléer aux puits qu'ils avaient qui étaient mauvais. Alors, les puits artésiens, ils sont quand même à entre 150 et 220 mètres de profondeur. Donc, la contamination ne se faisait pas, et comme c'est une nappe dite prisonnière, il n'y avait aucun danger qu'elle soit contaminée. Et alors, à côté de ça, comme il y avait des gens riches à l'époque, il y a toujours, bien sûr, tous ces gens riches, ils ne voulaient pas se mêler à la population et attendre le bon vouloir parce qu'il y avait une queue, bien sûr. Il y avait les gens partaient avec leur seau, avec leur pichet pour essayer d'avoir de l'eau, bien sûr. Et alors, comme les riches, ils ne voulaient pas attendre leur tour, eh bien, ils ont fait faire illégalement, parce que les gens croient que c'est légal, les nouveaux qui ont ce genre de puits dans leur propriété, ils croient que c'est légal. Non, 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 c'est pas parce qu'ils ont hérité que c'est légal. Et donc la préfecture, quand les puits artésiens ont été créés dans les propriétés privées, il y a eu une sorte de révolution à l'époque. Moi, j'en ai entendu parler par mon arrière-grand-père, par mon grand-père de ça. Eh bien, les gens se sont révoltés. Et alors, donc, on a obligatoirement, et vous constaterez pour les gens qui habitent autour du bassin d'Arcachon, qu'il y a eu un droit de passage jusqu'au puits et un droit de puisage. Et la largeur du droit de passage était la largeur d'une personne qui portait 2 seaux. C'est comme ça que j'ai appris ça. Mais il y a un côté, si je puis me permettre, Isidore, c'est que il y a une forme de, en fait, c'est une forme de péage avant l'heure, le droit de passage, le droit de Ah non, non, pas puisage. du tout, pas du tout, c'était gratuit, c'était Oui, obligatoire. alors c'était gratuit, mais disons qu'il y avait quand même une Non, forme je de. me suis mal exprimé, Nicolas. Ah, d'accord, ok. Je me Oui, suis parce mal que c'est vrai que exprimé. dit comme ça, on croirait que c'est une forme de péage, Ah non, non, comme à pas du l'époque des tout. seigneurs. Donc, Non, 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 non. Non, ceux qui ont fait faire des puits artésiens dans leur propriété, d'accord, puisque la réglementation était sur la voie publique. oui, La voie publique, c'est pas la propriété, c'est c'est ça. la voie publique. Donc, ils ont été faire des puits artésiens chez les propriétaires. Bon, alors les propriétaires, ils avaient la possibilité d'avoir de l'eau sous leur fenêtre. Tandis que les autres, il fallait faire 500 mètres pour aller au puits artésien qui était public. Donc, ils ont fait une réglementation comme quoi tous les propriétaires qui avaient dans leur propriété des puits artésiens, ils devaient faire un chemin pour avoir un droit de passage, et ce chemin avait la largeur d'une personne qui portait 2 seaux. Voilà. C'était 1,20 m, je crois, enfin. Bon, c'était à peu près ça. Et les propriétaires avaient planté des arbousiers pour faire un chemin pour ne pas que les gens puissent aller là où ils veulent. Il fallait garder ce chemin pour aller au puits, au puits artésien. Et le puits artésien, il avait un droit de puisage. Et tout ça, c'est noté sur les anciens actes notariés. Maintenant, bien sûr,
on ne les retrouve plus quand il y a eu des successions. Bien sûr. On a pu noter tout ça. Pourquoi? Puisqu'on avait l'eau de la ville dans les maisons. Alors, donc, on a oublié tout ça. Maintenant, ça risque de revenir. Pourquoi? Parce que l'eau ça commence à se faire rare. Et puis, les propriétaires qui ont des... Alors, évidemment, je vais recevoir une flambée de lettres des propriétaires qui disent ouais mais c'était à moi le puits ainsi de suite. C'était pas comme ça autrefois. Le puits était à tout le monde. Ce n'est pas parce Mais qu'on a un puits. donc en fait, le puits n'était pas une propriété privée, c'était un Bien bien sûr, public, c'est ça, comme le lavoir ou des c'est choses comme ça. ça. Donc, à partir du moment où il y a eu des puits qui ont été privés, on est entré dans l'illégalité, si je comprends bien. Ben, c'était, ils ont fait faire des puits illégaux puisque les puits ils devaient être créés sur la voie publique. Bon, ils ont créé des puits en douce, bien sûr. Ils ont créé des puits parce que ceux-là, ils les ont pas déclarés, évidemment. Pourtant, Pourquoi? pour créer un puits, ça demande quand même du temps. Enfin, ça se fait pas en, Mais, ça se fait mais, pas comme ça. mais bien sûr, évidemment, tout le monde était au courant. Évidemment, on n'allait pas faire ça la nuit. Il fallait une semaine pour faire un puits artésien à 200 mètres. Ça rigolait pas. Donc tout le monde était au courant. Et c'est pour ça que les gens se sont révoltés. Enfin, ça, c'est ce que m'ont dit les anciens à l'époque, que les gens se sont révoltés et la préfecture a été obligée de faire un droit de passage pour aller au puits artésien, un droit de puisage. Et ce qui veut dire que toute la population pouvait aller à ce puits-là sans problème, puisqu'il y avait un droit de passage de la voie publique. Bien sûr. Bon, Et voilà. concernant les puits artésiens, donc, vous estimez que c'est une œuvre d'art, que d'ailleurs ça passe par notaire, qu'il y a des lois précises d'existence légale et que ça nécessite quasiment aucun entretien, presque aucun entretien, Non. sachant que le deuxième article que j'ai lu de votre part, c'est attention aux foreurs clandestins. Donc là, on va passer assez vite parce qu'on en a parlé dans le premier épisode. Pour vous, les foreurs sont en gros des imposteurs qui Ah ne non, non, font que... oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attention, ne confondons pas les foreurs professionnels. D'accord. Alors là, là, j'y touche pas. Pourquoi? Parce que euh, comment dirais-je, ils sont officiellement, ils sont déclarés en tant que foreurs. Et ils font Mhm. ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas à moi de les juger et à moi de dire s'ils font du bon boulot ou pas. C'est pas Mhm. à moi, bien sûr. Parce que euh, eux, ils font des forages. Un puisatier, il fait des puits. C'est un peu la différence entre le forage et le puits. On a le droit de faire sous condition de faire des puits, comme on a le droit sous condition de faire des forages. Mais la qualité, c'est pas la même non plus. Bien Il y en sûr. a un qui est 80, moi je dis pas 100%, on peut pas dire 100%, mais 98% à l'eau potable. Alors qu'un forage, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, qui font des foreurs professionnels, ben, jusqu'après, eux, ils rêvent d'avoir de l'eau potable. Ils rêvent. Ils voudraient. Eux, ils sont basés sur l'espérance. Ils espèrent d'avoir de l'eau potable. Ils espèrent la meilleure eau possible. Mais ils ne garantissent rien, par contre. Quand ils font des devis, tous les gens qui font faire des devis par les foreurs, ben, ils sont restrictifs en disant, ben, on ne garantit pas déjà de l'eau. Déjà. En tant que foreur, ils garantissent pas s'il y a de l'eau ou pas. Bon. Ensuite, ils garantissent pas la qualité de l'eau. Et ils garantissent même pas que leur forage va durer 10 ans ou 20 ans. Ils espèrent le plus longtemps possible. Disons que le travail d'un foreur est basé, en gros, gentiment, sur l'espérance. Ils espèrent que ça fonctionnera, que tout ira bien. Alors qu'un puisatier, c'est absolument pas. Un puisatier, le propriétaire fera passer un sourcier, le sourcier va déterminer une veine,
une largeur de veine, un débit approximatif et une profondeur approximative. Je viens de dire approximative. Maintenant, si il y a des pusatiers qui peuvent tomber au centimètre près, chapeau, moi, j'y suis jamais arrivé. Bon, c'est approximatif. Maintenant, le pusatier, c'est quelqu'un qui va descendre. Bon, maintenant, on le fait avec un petit peu de tarière. Autrefois, on faisait tout à la main et on faisait des puits. C'était des puits busés. Et au départ, c'était des puits empierrés. Bon. Ensuite, ça a été des puits busés quand on a inventé le système du ciment. Bon. Mais ça consiste à descendre. C'est un travail d'apprenti, hein, c'est descendre des buses ou c'est pas un travail de spécialiste. Le travail de spécialiste dans le puisage, c'est de savoir s'arrêter au centimètre près dans la veine et de calculer les ouvertures qu'il va y avoir. Ça, c'est un travail de spécialiste et de haute spécialité parce que tous les puisatiers, les vrais puisatiers de l'époque, ils avaient tous leurs secrets. Parce qu'il y avait, et puis dans chaque région, on faisait pas exactement les mêmes puits, malgré que ce soit exactement le même principe. Le principe d'un puits, il est d'une simple, on peut pas faire plus simple. C'est comme une infirmière ou un infirmier qui fait une prise de sang. Elle ne fait pas à droite, à gauche de la veine, elle ne le fait pas au-dessus, au-dessous. Quand on fait une prise de sang, on le fait dedans. Bon, dans la veine. Eh bien, le puisatier, il travaille tout pareil. Il va s'arrêter au milieu et au centre de la veine. Il va pas le faire à côté, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Il va s'arrêter dedans. Par contre, la dernière ou la première buse, qui est dans la veine, alors là, il faut que ce soit fait au centimètre près. Alors, on fait des ouvertures. On, ensuite, on prépare. Autrefois, ils faisaient ça avec du sol. Ils prenaient du sol, ils faisaient des filtres, pas des filtres, ils faisaient des tamis ou des tamis au filtre. Ils faisaient des crépines. Maintenant, on appelle ça crépines. Autrefois, on les appelait pas crépines. Et donc, ils fabriquaient ça avec du sol, en le tressant. Ils mettaient ça pour pas que le sable rentre trop vite dans un puits. Alors, pour éviter que le sable de la veine, parce qu'une veine, elle a une forme. La veine a une forme, grosso modo, en demi-lune. En gros, hein, en demi-lune. Bon. Et cette veine repose sur une partie dure. Et c'est toujours comme ça. Et dans le monde entier, c'est pareil. Les veines ne circulent pas dans la nappe phréatique comme ça, au hasard. Non. Elles circulent du haut vers le bas, amont, aval, et donc en une forme en demi-lune, et avec une certaine épaisseur, une certaine largeur et une certaine épaisseur. Donc la veine repose sur la partie dure, qui est soit de l'argile, ça peut être de la tourbe, mais c'est souvent de la marne. Voilà, donc et le sable qui forme la veine, c'est du sable qui n'est pas le même au bassin d'Arcachon, je parle, qui n'est pas le même, le sable qu'il y a autour de la veine, qui ne fait pas partie de la veine, est du sable calcaire. Tandis que la veine, c'est du sable dont l'eau, enfin, d'après la géologie nationale, ils estiment ça entre 150 et 170 000 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pas moi qui le dis. C'est la géologie nationale qui, suivant leurs analyses à eux, ont déterminé l'âge approximatif des veines qui passent dans nos sous-sols, et il y en passe des millions, hein. Il passe pas deux ou trois veines par ceci, par cela. Il passe des millions de veines. Parce que l'eau qui arrive de la mer et qui s'en va dans les montagnes et qui pleut
sur les montagnes. Alors, vous vous rendez compte, depuis autant de temps, si l'eau restait sur les montagnes, il y aurait des lacs et des mers. Donc l'eau s'écoule. Elle s'écoule sur la terre, c'est-à-dire à peu près 80% dessous et 20% dessus, d'après la géologie nationale. Hein. Moi, là, c'est pas une invention de ma part. Donc, les fleuves, les affluents, les confluents, les fleuves, ils vont tous vers le haut, vers le plus bas. Eh bien, l'eau qui est sous la terre, c'est pareil. L'eau des veines, ça va du plus haut vers le plus bas. Et autour de ces veines, il y a des immensités de nappes phréatiques. Alors, il y a des endroits où il y en a un peu plus. Quand il pleut, il y en a plus. Et quand il pleut moins, ben, il y en a moins. C'est d'une... On peut pas faire plus simple. C'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. Alors justement, Isidore, pour terminer sur ce chapitre des foreurs, vous faites un rappel quand même qui n'est pas anodin, c'est que vous nous dites, avec moins d'1% d'eau, on a soif, avec moins de 10% d'eau, on est dans le coma, et avec moins 12%, on risque la mort. Ben, c'est pas Sachant... moi qui le dis, c'est la médecine. Oui, oui, non, mais je sais, mais c'est bien de le rappeler quand même. Et ensuite, troisième partie consacrée aux différences entre puits et forage. Donc, on en parlait à l'instant, hein, les puisatiers, sourciers, foreurs. Donc, vous faites toujours la différence entre le puisatier et le foreur, Ah oui. avec entre les deux la variante sur la qualité de l'eau, le fait que le puits traditionnel ne crée jamais, comment dire, ne se crée jamais dans la nappe phréatique, alors que c'est le cas pour le forage, que l'eau des puits est minéralisée, donc c'est pas l'eau des forages de pluie du robinet, c'est fabriqué artificiellement. Voilà. 80% des eaux sont souterraines. Et les eaux souterraines eh bien, contiennent des milliers de veines souterraines, Voilà. avec Ben oui. différences largeur, épaisseur. Donc plus c'est large, plus l'épaisseur est faible. Et vous nous dites que le forage, c'est du perçage uniquement, avec alors que le puisatier, lui, évalue avec précision l'épaisseur de la veine. En fait, c'est plutôt un chirurgien de l'eau, si je puis dire. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà. Avec notamment la veine, donc qui, comme vous le disiez, repose sur une couche d'argile ou sédimenteuse, avec au-dessus plusieurs couches d'argile possibles, donc pris en sandwich, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et le puisatier donc mesure l'épaisseur du sable de roche où se trouve la veine, taille Ça. avec sûreté sa crépine. Ah oui, Donc oui, la bien crépine, sûr. c'est une sorte de filtre. Hein. Alors je vais me faire des ennemis. Pardon Nicolas, je vais me faire des ennemis. Et je suis obligé de me faire des ennemis. Enfin, autrefois, les puisatiers faisaient fabriquer leurs crépines à la demande. À la demande. Et pourquoi? Parce que vous n'allez pas mettre n'importe quelle hauteur de crépine dans n'importe quelle veine. Alors, alors, il y a, en gros, je parle du bassin d'Arcachon et aux alentours. Bon, c'est à peu près le même terrain, en gros. Donc, on avait à peu près l'épaisseur des veines. On savait que les veines, c'était entre 80 et 1,20 m. Bon. Et il y avait des ateliers qui fabriquaient les crépines comme on les fabriquait chez les Romains. Hein. On n'a rien inventé du tout. Les crépines, c'est pas nous qui avons inventé les crépines. Euh, les crépines, je parle des Romains. Les Grecs, c'était pareil, hein, parce qu'on faisait des puits. Depuis les temps immémoriaux, on a fait des puits. Hein, faut pas croire. Donc, les crépines, on les a faites en cuivre. Bon, on les faisait dernièrement, les dernières crépines artisanales, étaient en cuivre. Bon. Après, il est venu l'inox, on a innové, on a voulu faire mieux, et on a fait plus mal. Mais bon, les gens ne le croyaient pas. Ils pensaient qu'ils faisaient mieux. Alors, mais les vraies crépines étaient fabriquées sur des plaques de cuivre. On faisait des stries avec des burins spéciaux. C'était pas les burins lambda de tout le monde. Non, on faisait des trous. On faisait des stries sur les plaques de cuivre. Et ensuite, on roulait sur un bois rond, on roulait les, la feuille de cuivre, on la roulait,
on l'a soudé au plomb, parce qu'on n'avait pas d'étain à l'époque, on soudait au plomb les, les crépines. Et on faisait la longueur que demandait le puisatier. Le puisatier disait, tu me feras une crépine de 80 ou de 70 ou de 40. Hein. Alors, parce que... Alors, bon, je continue comme ça parce que c'est très important, les crépines. C'est la partie la plus importante. Euh, donc, ces crépines, elles avaient des tailles qui sont complètement différentes de celles qu'ils font dans le commerce. Dans le commerce, ils font des tailles parallélépipédiques rectangles, alors qu'autrefois, on les faisait en triangle. Un certain triangle, pas n'importe quel triangle. Donc les burins étaient taillés d'une certaine façon pour faire des stries dans les feuilles de cuivre que l'on roulait après et que l'on place et que le puisatier plaçait au milieu et au centre de la veine. Et ensuite, nous, on avait des pompes à main à l'époque. Donc, on ne déstabilisait pas tellement le... Je vais dire des choses très importantes pour les gens qui m'entendent. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. Mais que chacun puisse me téléphoner ou m'écrire en me disant que je me trompe dans ce que je vais dire. Donc, les crépines étaient placées à des endroits stratégiques et les pompes, elles pompaient lentement. Maintenant, on met des pompes électriques qui pompent trop vite. Et il y a des malades, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre mot à dire. Il y en a qui se disent, plus je vais mettre des pompes importantes, plus j'aurai d'eau. Alors, bien sûr qu'ils ont de l'eau. Ils ont de la bonne et de la mauvaise. Pourquoi? Parce que ceux qui mettent des pompes trop fortes, écoutez-moi bien les gens, si vous mettez des pompes trop fortes, eh bien, vous allez faire des dépressions trop fortes dans vos veines, et comme elles ne sont pas en béton et elles ne sont pas en inox, eh bien, vous allez faire passer les mauvaises eaux qui sont des bouillons de culture autour, vous allez les faire passer par force dans vos veines. Alors, il y en a certains qui se plaignent d'avoir des bons puits, et comme ils mettent n'importe quoi comme pompe, ils s'aperçoivent qu'ils ont de la mauvaise eau. Mais pas étonnant. Autrefois, les puits à ciel ouvert, ils avaient le temps de décanter. Tandis que maintenant, avec des puits, des pompes trop puissantes, eh ben, les eaux n'ont plus le temps de décanter. Alors, quand on les prend trop vite, eh bien, parce qu'on produit des dépressions trop fortes. En gros, c'est ça. Donc, les gens qui m'écoutaient, si vous avez des bons puits et que vous tirez trop fort dedans, eh bien, vous arriverez à faire passer les mauvaises eaux au travers des bonnes. Il n'y a pas de secret. Donc, je dis à tout le monde qui pense qu'en tirant trop fort, en tirant plus fort, ils auront plus d'eau. Ben, ils vont avoir l'eau de la veine plus de l'eau de la nappe phréatique. Et une nappe, alors pour moi, une nappe phréatique, c'est quoi? Pour moi, une nappe phréatique, ça ressemble à un intestin humain. Pourquoi? Parce que dans la nappe phréatique, c'est-à-dire la terre sous nos pieds, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de bactéries. Il y a tout pourri, tout se dégrade dans le sous-sol, tout se dégrade. C'est un intestin humain. Et il ne peut pas y avoir même l'eau de la pluie quand elle s'infiltre dedans, elle ne peut s'infiltrer qu'avec tous les détritus qu'il y a dans la terre. Donc ça fait un bouillon de culture de plus en plus mauvais avec tout ce qu'on y jette, toutes les ordures qu'on verse sur la terre. C'est intéressant le rapport à l'intestin, parce qu'en plus, l'intestin, c'est quand même plusieurs mètres de long dans le corps humain. On n'imagine pas, c'est comme un long serpent, en quelque sorte. Hein, Ah quand on y non, je pense. dirais pas ça, Nicolas. Pardon, Vous diriez Nicolas. quoi? Non, je dirais non, non, c'est pas. Je veux dire l'ensemble de la Terre. Ah!
d'accord. sous terre ressemble à, Ah, à un intestin humain dans la mesure de la matière, oui, d'accord. J'avais pas, où, ok, j'avais pas vu le où- repas. oui, Ok. où tout se dégrade, Oui, tout se dégrade, oui, d'accord, tout, ok. tout pourrit, et ça pourrit avec quoi? Avec des milliards et des milliards de bactéries. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'évacuer ça comme Comment ça nous dans le corps humain. d'évacuer? Enfin, Mais ça d'évacuer. n'existe pas. Comment? Ben, c'est ça. Mais Nicolas, on peut pas évacuer la terre qu'il y a sous nos pieds. C'est ça. Oui, c'est pour ça que. Elle est là, elle est là. Ah oui, Mais les veines qui passent ne se mélangent pas. Parce que Nicolas, si les veines se mélangeaient avec ce qu'il y a autour, il n'y aurait pas de veines. On n'aurait jamais fait bien de sûr. puits dans les veines. Alors, si les veines existent, et on a fait des puits dedans, on n'a pas fait des puits dans les veines en pensant que c'était mauvaise. C'est que les anciens, ils ont fait la différence entre les nappes phréatiques que l'on parle et les veines qui passent dedans. Sinon, on prendrait l'eau dans les nappes phréatiques comme les foreurs, ils font des forages dans les nappes phréatiques. Mais qu'est-ce qu'ils font les foreurs après? Pas eux, bien sûr. Eh bien, tout ce qui prennent l'eau dans les nappes phréatiques, ils sont obligés de la transformer pour pouvoir l'envoyer dans les robinets pour qu'elle soit potable. Arrêtez-moi si je me trompe. Dites-moi, Nicolas, gentiment, Ben, que Isidore, je suis il, pas il, forcément le mieux placé pour vous dire si vous vous trompez ou pas, mais a priori, ça paraît logique, quoi. eh Et ben, justement, pour terminer ce qu'on disait sur le puisatier, puisque on a fait une digression sur la crépine qui était nécessaire. Donc, le puisatier mesure l'épaisseur du sable de roche où il y a la veine, taille avec sûreté donc sa crépine, dépose de centimètres près dans le milieu et le centre de la veine, ben et oui, tire l'eau du puits avec sa pompe, pardon, pour en calculer le débit. Alors, voilà. vous avez évoqué les puits à margelle aussi. Est-ce que vous voulez nous en Oui. dire un petit peu? Et puis à Margelle, c'est les puits dits à ciel ouvert. Alors dans le monde entier, il y a des milliards, c'est pas des millions, c'est des milliards de puits à ciel ouvert qui existaient. C'est dans les années, en France je parle, dans les années 50, quand on a le départ des 30 glorieuses, on a voulu changer le monde. Bon, on l'a changé. Alors là, pour le changer, on ne peut pas dire qu'on l'a pas changé. On l'a même détruit. C'est pour vous dire. Vous Bon, avez même tellement changé qu'aujourd'hui, ça vous est reproché par les mêmes gens de votre génération. C'est quand même assez incroyable. tout à fait. Sauf Isidore, hein, qui s'est battu depuis 60 ans pour la qualité de l'eau. En disant urbi et orbi à tout le monde, arrêtez de faire des forages, faites des puits. C'est le même boulot. C'est le même travail, faire un puits Oui, mais c'est et pas un les mêmes forage. arrière-pensées. C'est ça la différence. Oui, mais c'est pas le même résultat. Il y en a un qui a de l'eau potable et l'autre pas. Mais celui qui n'a pas de l'eau potable, il est obligé de fabriquer de l'eau potable. Et en plus, il la revend. Alors, il y a quand même un business. Mais les patrons, attention, hein, Nicolas, les patrons qui m'écoutent peut-être en disant il exagère un peu. Oui, mais les patrons, ils ont des propriétés, ces gens-là. Hein, parce qu'ils ne vivent pas dans les HLM. Hein. Eh bien, ces gens-là, ils ont des propriétés avec quoi? Eh bien, avec des puits. Hein. Et ils boivent pas le. Il y en a qui ont des puits artésiens même. J'en connais, moi, qui sont patrons de l'eau et qui ont des puits artésiens. Ils boivent pas l'eau de la ville, hein. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, on rappelle que Alors, le sourcier, quant à lui, détecte la veine, estime la situation et c'est un petit peu le compagnon finalement du puisatier. Donc, en conclusion, ouais. vous dites dans cet article qu'il n'y a pas de hasard dans la création du puits. Et Alors, justement, tout à l'heure, on évoquait les puits de plus de 10 mètres de profondeur. Donc, ça, c'est le quatrième article que j'ai lu, avec un message aux foreurs que vous lancez, c'est-à-dire que pour les sondages, les foreurs, les travaux de fouille de plus de 10 mètres, il faut déclarer obligatoirement auprès des services de l'État. non, Alors non, là, non, c'est non, 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 non. Non, non, pardon, Nicolas. On ne demande pas. C'est pas une demande. non, j'ai dit message aux foreurs, j'ai pas dit demander.
Ah bon, je me suis mal. Dans l'article, c'est un message au foreur que vous faites, hein, c'est pas une demande. C'est ce que j'ai, enfin c'est ce que j'ai Oui. retenu. Attendez, j'ai peut-être l'article sous les yeux. Bougez pas. C'est des. Attendez. Il faut faire une demande une demande. C'est les propriétaires qui doivent faire une demande de faire des forages au-delà de 10 mètres. Il y a une encyclopédie à remplir. Hein. Ça se, Voilà, et, alors, vous dites le puits de plus de 10 mètres, donc il y a ce message ils sont soumis à autorisation. Voilà, ce message est destiné aux foreurs, aux services administratifs et aux principaux maîtres d'ouvrage de forage. Comme vous le savez, Madame, Monsieur, tous les sondages, forages ou travaux de fouille de plus de 10 mètres de profondeur doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services de l'État au titre de l'article L411-1 du Code minier. Cette déclaration permet de constituer une base de connaissances du sous-sol ouverte à tous sur le site Infoterre. Pour faciliter la compilation des données contenues dans ces déclarations, les services du BRGM ont développé une application dénommée Duplo. Ce nouvel outil est destiné à recueillir à compter du 1er octobre 2022 vos déclarations au titre du L411-1 du Code minier en Occitanie. Voilà. Donc ça, c'était dans le cadre d'un message au foreur, ce que j'ai retenu. Et de ce fait, non, il n'y avait pas de demande ou quoi que ce soit, mais c'était juste pour rappeler la loi, pour rappeler les procédures. Et puis, il y a le brevetage aussi du système d'embuage. Ça, c'est le 5e article. Ah non, ça c'est autre chose là. Hein. Voilà, là c'est encore autre chose. Ah oui, c'est complètement différent même. On peut se servir, se servir d'un puits pour faire de l'embuage au cas où il y a un incendie de proximité avec une forêt. Ben justement, étant donné qu'on sort d'une actualité estivale quand même où les feux de forêt n'ont pas été tendres, si je puis dire, on l'a évoqué à la première émission, je vais juste synthétiser ce que j'ai retenu de cet article puisque vous nous parlez de la protection des maisons en bordure de forêt. Bien et sûr. Justement avec un système de brouillard d'eau, donc une forme de création artificielle d'un mur. Ensuite, il y a la mise en œuvre, plusieurs étapes. Déjà l'étude préalable avec une réalisation d'une étude sur plan, avec la détermination des dimensions optimales, l'installation du système, l'activation automatique, puis une modalité de déploiement avec un kit de montage. Alors tout ce que je cite là depuis tout à l'heure, on le mettra à disposition des auditeurs en PDF et notamment les fichiers, etc. Avec ensuite l'installation par une équipe spécialisée. Il faut aussi le brevetage du système, avec notamment des recherches d'antériorité, premièrement. Deuxièmement, la rédaction d'un dossier complet. Troisièmement, la consultation d'un conseil en propriété industrielle. Pas rien. Quatrièmement, le dépôt de la demande auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, le fameux INPI. Et enfin, cinquièmement, suivi et protection internationale. Voilà. Alors, ensuite, il faut contacter différents acteurs, donc collectivités, institutions publiques, organisations de protection et prévention, des professionnels et des entreprises, les médias, la communication. Et il y a une lettre de présentation du système de brouillard anti-incendie avec ce système de brouillard artificiel. Et donc, vous avez envoyé une lettre aux différents maires du département des Landes sur la prévention des incendies de forêt et la protection des habitations, avec les assurances intéressées pour justement leur proposer la réduction des sinistres, plus de prévention et des propositions de réduction de primes. Voilà. Bien sûr. Ben, tout est lié. Bien Alors, il y a un système que je trouve très facile. Alors, peut-être que j'exagère en disant que c'est facile, parce que le principe est simple. Quand il y a nous, on habite dans la forêt. Bon, évidemment, ceux qui habitent loin de la forêt, ils ne savent pas ce qu'est un feu de forêt. Bon. Je vais prendre le mauvais cas de la presqu'île du Cap Ferret. Alors, ceux qui m'écoutent, là, ils commencent à avoir les oreilles comme les éléphants. Hein. Pourquoi? Parce que la presqu'île du Cap Ferret, c'est une langue de terre qui est bordée soit par le bassin ou l'océan Atlantique. Bon, ça fait des kilomètres.
Il n'y a qu'une route. Écoutez-moi bien, les gens. Vous n'avez qu'une route. Le jour, c'est pas le jour où il va y avoir le feu. Malheureusement, évidemment, on va me tirer dessus parce que on va penser que j'exagère. Mais un jour, il y aura le feu. C'est, pour moi, c'est malheureux à dire, pour moi, c'est inéluctable. Un jour, vous aurez le feu. C'est obligatoire. Bon, c'est pas que je le souhaite. Justement, c'est à l'inverse. Je veux vous apporter des éléments pour pouvoir, le jour où vous allez avoir le feu, vous allez voir ce que c'est. C'est pas une rigolade, le feu. Le feu, ça brûle et ça tue avec la fumée. Et ça va vite, un feu. Et vous avez des flammes de 30 mètres avec des températures de 800 degrés qui sont derrière vous en train de vous poursuivre. Donc, essayez j'ai pas inventé. C'est pas moi qui. Bon, je vais prendre un moment pour expliquer, mais c'est pas moi qui ai inventé le système. C'est un Américain en Californie qui s'est échappé avec ce système. Il avait mis la police du coin lui avait ordonné de quitter sa maison. Toutes les maisons autour de chez lui brûlaient. Eh bien, comme il est resté dans la maison, il ne lui est resté qu'un truc, c'était d'allumer son arrosage intégré. Et comme il avait un arrosage intégré un peu spécial, eh bien, ça a fait un rideau d'eau autour de la maison et la température, parce qu'on appelle ça par émission, c'est-à-dire quand on a une température, c'est en physique, quand vous avez une température avec une certaine distance, à la température importante, tout brûle, évidemment. Et quand on pense qu'au Cap Ferré, le nombre de maisons qui ont des revêtements en bois et qui habitent avec des terrains où il y a 7 ou 8 pins, non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, le jour où il va y avoir le feu, tout le monde va brûler. Mais le pire, c'est pas grave les pins, c'est pas grave les maisons. Mais les gens, ils vont aller où? Alors on me dit, oui, ils vont aller au bassin. Ah oui, à condition aussi qu'il y ait la marée haute, hein, pour prendre un bateau pour s'échapper. Et puis le feu, il brûle derrière. Et puis ça va vite, un feu. Et puis il y a les enfants, il y a les personnes handicapées, il y a de tout. Et puis l'embouteillage. Alors, je veux pas créer une panique en faisant peur à tout le monde en disant ça. Mais ça peut exister. Et pour moi, ça va exister. Je ne sais pas quand. La mèche est allumée. Mais bon, alors combien de temps ça va couver? Mais ça va pas. L'année prochaine, les gens ils disent ah mais j'avais jamais vu ça. Et j'entends ça à la télévision tous les jours. J'avais jamais vu ça. Mais ils n'ont jamais rien vu. L'année prochaine, c'est pas 40 degrés. Il y aura 50 degrés. Le réchauffement, c'est pas une invention. C'est pas une invention comme ça au hasard. Donc on se rend bien compte. Alors Isidore, excusez-moi, mais là je suis beaucoup plus sceptique là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le réchauffement climatique, c'est aussi prévu dans l'agenda 2030 et dans les programmes mondialistes pour vous faire avaler toutes les couleuvres sur le carbone. Et encore une fois, moi j'assume de dire que pour moi le réchauffement climatique c'est une invention des mondialistes pour mieux asservir le monde comme avec le Covid, etc. Pour une raison très simple, c'est que en 76, vous étiez né, moi pas, mais quand les gens me parlent de 1976, il y a eu la taxe sécheresse de M. Giscard d'Estaing à l'époque, avec une sécheresse qui a duré quand même facilement 6 mois. Là, ça y est, cet été, on a eu 2 semaines ou 3 semaines de chaleur à 40-45 degrés. On nous a dit que c'est l'été le plus chaud depuis les années 1900. On nous fait le coup chaque été avec la manipulation que moi j'ai connue déjà en 2003 avec les 10 000 morts de la canicule. Et à l'époque, on avait des cartes de France qui étaient, allez, rouges presque vives. Aujourd'hui, elles sont noires quand il fait 35 degrés. Donc on voit bien que la manipulation des esprits commence aussi par... Voilà. Non mais c'est important parce que
en fait, on amène les gens droit dans le mur avec ces réflexions-là, c'est-à-dire qu'on va tous crever dans un siècle. Ne vous inquiétez pas, les écolos qui nous vendent ça, ça ne les empêche pas de prendre des jets privés pour aller à la COP 27, en sachant très bien qu'il y aura une COP 45 et que ça ne changera strictement rien parce que pour eux, c'est leur business. C'est un vrai business. Ça, et justement, le business du réchauffement climatique, pourquoi? Parce que c'est l'eau qui est visée aussi dans le lot, si je puis dire. C'est-à-dire que l'eau est visée parce que, comme l'ancien PDG de Nestlé, qui a été président par intérim à Davos, le disait très bien, c'était très révélateur, il considère que l'eau ne doit pas être gratuite et accessible à tous, que ça doit être un bien privé, privatisé, et que ça doit servir juste pour les élites, et que le peuple doit se débrouiller, en gros s'entretuer pour en obtenir. C'est exactement, comment dire, la philosophie, l'idéologie de ces gens-là. Donc, bien sûr, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Ça, c'est, j'allais dire, même un enfant de 2 ans comprend très bien ce principe-là. Après, il y a toute l'ingénierie sociale qui fonctionne derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pays, il est totalement dénaturé et détruit avec les politiques que l'on fait sur notamment la bétonisation. À ce moment-là, si, comment dire, si on a autant de problèmes avec le climat, pourquoi on bétonne autant? Vous qui travaillez sur les maisons fissurées, etc., ça fera l'objet d'un épisode futur. Vous allez sur la Côte d'Azur, c'est bétonné de partout. D'ailleurs, c'est moche, ça devient moche partout d'ailleurs, parce que le béton, ça n'a jamais rendu un truc magnifique. Et puis, d'un autre côté, on va avoir des villes où on n'a plus le droit de marcher nulle part, où c'est pistes cyclables partout. Voilà, on ne peut plus rouler nulle part. On dénature les villes pour des idéologies qui, en plus, pour la plupart, sont des mensonges. Alors forcément, ça fait le beurre de certains, mais pendant ce temps, eh bien, ça ne fait pas avancer la société. Parce qu'en réalité, les feux de forêt, comme on l'a évoqué à la première émission, derrière les feux de forêt, ce sont des milliers d'hectares qui partent en fumée, c'est une chose, mais on apprend que ces hectares en question, comme par hasard, quelques mois auparavant, il y avait un projet de parc éolien ou un projet écologiste ou escrologiste, voilà, et que les habitants étaient à 97% contre ce projet. Et donc, on s'est dit, comme ça ne passera pas par le peuple parce qu'il est contre, eh bien, on va faire cramer tout ça d'une manière ou d'une autre, et comme ça, les gens seront obligés d'accepter parce qu'on ne pourra pas replanter avant des décennies. Et ça s'appelle du crime. Et vous le dites d'ailleurs dans un de vos articles, vous parlez de crime contre l'environnement. Et ces gens-là devraient aller en prison parce que la peine de mort a été abolie, mais ces gens-là participent à la criminalité environnementale. Alors, je veux bien qu'on nous parle de l'écologie matin, midi et soir sur le tri des déchets, etc. Mais quand vous avez les mêmes qui ont tendance à participer à la destruction de notre faune et de notre flore, ces gens-là doivent rendre des comptes. Voilà, c'est une parenthèse coup de gueule, mais c'est vrai que on entend parler du... Moi, si vous voulez, j'ai 35 ans. Ça fait au moins, au bas mot, 15 ans, de ce que je me souviens en tout cas, ça fait au moins depuis les débuts des années 2000 qu'on nous bassine avec cette propagande sur le réchauffement climatique. Déjà, on utilise 3 termes. Réchauffement climatique, dérèglement climatique et changement climatique. Alors, il faudrait déjà s'accorder parce que qu'est-ce qui est problématique? Je dirais être dérèglement climatique, mais causé par l'homme. Et attention, je ne dis pas par nous, vous Isidore, moi Nicolas et le public, mais par ceux qui détiennent les manettes, notamment de technologies militaires, qui sont capables de changer la météo. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup dans les médias traditionnels, mais quand vous avez des procédés comme HARP, qui sont capables de créer des tremblements de terre, des tsunamis, des feux de forêt ou encore autre chose, voire même qui sont capables d'incendier des cathédrales, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, c'est là qu'il faut se poser des questions. À quoi servent ces technologies militaires et pourquoi sont-elles utilisées? Et on voit bien qu'il y a toujours des projets qui sont plutôt géopolitiques et qui nous dépassent, nous, en tant que peuple. Mais pourtant, nous sommes les premières victimes de cela. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse parce qu'en fait, ça rejoint notre sujet. C'est ce qu'on disait dans l'émission, dans le premier épisode, je ne sais plus, c'est que l'histoire des puits. Pourquoi on a fait disparaître les puisatiers et les puits? Parce que si on s'émancipe des taxes et de l'eau de ville, c'est pas bon pour le business de certains.
Et donc forcément, comme là, c'est quelque chose qui, je veux dire, si tout le monde va au puits prendre de l'eau, alors que c'est la ressource, j'allais dire, encore presque plus importante que le pétrole. Vous imaginez les milliards que certains vont perdre. Donc forcément, c'est pas le but du tout de ces gens-là de perdre leur... de nous, ils s'en foutent, mais de leur pognon, ils s'en foutent pas, même s'ils partent pas avec dans la tombe. Et donc de ce fait, c'est dans leur intérêt à eux que de faire en sorte que les gens ne soient pas informés, qu'il y ait les puits, qu'on peut se débrouiller pour prendre son eau et qu'en plus elle sera bonne pour la consommation et pour la santé. Parce qu'en plus, ce qu'ils nous vendent comme eau, elle est polluée, comme vous nous disiez, à 99%. Donc en plus, c'est un moyen de nous empoisonner, donc de nous faire ensuite avaler des cachetons. Bref, c'est le triangle de Cartman en quelque sorte. C'est un peu, j'apporte le problème, je suis la solution et je passe pour un sauveur en plus. Voilà. Désolé pour cette longue digression, mais c'était important de le redire. Donc, on parlait donc comment dire, de l'eau et le 5e article, alors qui était très court, sur les méthodes pour apprendre à nettoyer scientifiquement des puits anciens dits à ciel ouvert. Moi, ce que j'ai retenu, ce sont 2 choses. Bah, déjà qu'il fallait être 2. Et ensuite qu'il y a des précautions d'usage. Alors après, vous parlez d'une forme de secret, j'allais dire de maître puisatier. En tout cas, on ne révèle pas tous les secrets de cuisine, si je puis dire. Mais grosso modo, nettoyer un puits, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est long à faire? Est-ce que c'est coûteux? Comment ça se passe? Bon, je vais terminer pour la presqu'île du Cap Ferret. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Je vais terminer avec ça. Je pense que un jour, il y aura fatalement le feu. Et comme toutes les maisons ont 5-6 pins dans leur propriété, ça veut dire que les centaines et des milliers de maisons qu'il y a sont entourées d'arbres, bien sûr. Et alors, évidemment, la loi oblige à faire des nettoyages. C'est fait plus ou moins. Mais le jour où il y aura le feu, là, c'est trop tard. C'est-à-dire que la presqu'île du Cap Ferret, il n'y a qu'une route pour s'échapper. Et des fois, il y a des dizaines de kilomètres de fils de voiture, dans un sens et dans l'autre. Donc, il n'y a aucun moyen d'échappatoire. Alors, le seul moyen que l'on peut avoir, c'est de mettre des arrosages spéciaux à chaque maison. Et ça coûte pas cher. Il faut mettre des sprinklers. Bon, enfin bon. Écoutez, si vous voulez, ceux qui m'entendent et qui veulent, ils ont qu'à m'appeler ou m'envoyer un email. Et moi, je leur dirai à peu près ce qu'il faut faire. Et moi, je ne fais pas payer. C'est une association. Donc, c'est à but non lucratif. Bon, alors, maintenant pour le nettoyage des puits. Le nettoyage des puits, j'ai fait le calcul, il y a à peu près 10 millions à peu près de puits qui sont inutilisés et qui ont été abandonnés dans les années 50. Alors ces puits ont toutes les formes, toutes les dimensions et toutes les profondeurs, évidemment. Plus la terre est haute, plus les puits sont profonds, évidemment, parce que le passage de l'eau est uniforme. Le passage est uniforme, mais le dessus de la terre n'est pas uniforme. Il y a des hauts et des vallées et des collines. Bon, alors, donc tous ces puits, il y a à peu près 10 millions de puits qui ont été abandonnés, en gros, depuis les années 50. Alors, je reçois, chose curieuse, c'est 90% de femmes qui m'ont écrit, Nicolas, il y a une quarantaine, entre 40 et 50 personnes qui m'ont écrit suite à l'émission que vous avez faite, la première que nous avons faite. Bon, à peu près. Bon, et je reçois encore des appels. Et donc, je réponds à tout le monde pour nettoyer les puits. Parce que les gens commencent à se dire, on a un vieux puits et on ne sait pas s'en servir. Alors, il faut le nettoyer. Alors, le nettoyer, là aussi, pour moi, il n'y a rien de plus facile. Il faut descendre dedans, vider l'eau,
mais pas n'importe comment, hein. On vide pas l'eau d'un puits n'importe comment. Et ensuite, une fois qu'on a vidé l'eau, il faut sortir toute la vase qui s'est agglutinée, comme je disais la première fois. Les puits, c'est comme les oreilles et les pieds. Ça se nettoie. Et autrefois, on appelait ça de l'entretien. Comme on entretient son toit, on entretient sa voiture, on entretient tout. Eh bien, les puits, c'est pareil. Mais comme ils ont été, pas entretenus, c'est pire, ils ont été abandonnés. Alors, abandonnés, ça veut dire que tout est tombé dedans. Il y en a même qui les ont bouchés. Alors, on bouche les puits. À la fin de la guerre, on mettait les grenades, on mettait les vieux fusils, on mettait tout. On s'en servait comme des potoirs. On mettait de la terre. Alors, dans les puits, on trouve de tout. Bon, en gros, c'est ça. Donc, il faut les vider de tout ce qu'on a mis dedans, parce qu'ils fonctionnent toujours, les puits. Mais il faut les nettoyer. Alors, il y a des nettoiements qui sont assez faciles et d'autres qui sont plus compliqués. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour descendre d'un puits? Eh bien, il faut prendre des précautions. On saute pas dedans avec une pelle et une pioche pour le nettoyer. Il faut faire une chèvre au-dessus, comme disait Nicolas. Je crois que c'était une vraie chèvre. Non, c'est comment dirais-je, c'est trois morceaux de bois qui sont trapézoïdales et que on met un palan. Alors, il faut comme on va aller dans le fond, eh ben, il faut se mettre un harnais comme à la montagne, comme les spéologues. Bon. Ensuite, il faut une poulie, il faut une personne qui surveille en haut. Bon. Et puis, au fur et à mesure qu'on descend, eh ben, il va y avoir peut-être des gaz. Il faudra faire attention. Autrefois, on mettait une bougie. Bon, maintenant, il y a des appareils électroniques qui préviennent. Bon, et ainsi de suite. Et quand on a vidé tout le puits, là, c'est du travail d'arpète. C'est du travail de, de manœuvre. C'est un travail où il faut sortir tout ce qu'il y a dedans et puis c'est tout. Il y a rien de compliqué. C'est long, c'est pénible, mais c'est pas un travail de spécialiste. Par contre, à la fin, pour remettre le puits en état, alors là, c'est un autre travail. Là, c'est un travail de haute spécialité. C'est-à-dire, il va falloir remettre, il faut refaire revenir l'eau, et il faut contrôler les ouvertures et bien les nettoyer, les refaire, ainsi de suite. Et ça, c'est pas la portée du premier venu. Bon, ça, c'est la partie la plus spécialisée. Bon, mais le reste, c'est du travail de manœuvre. Hein, c'est n'importe qui est capable de le faire, hein, mais à condition de le faire dans certaines circonstances de sécurité, quand même. Bon, il y en a un qui surveille l'autre, évidemment, avec un palan à moteur, un moteur électrique, et puis un palan à main, couplé à main. Parce que s'il y a une panne d'électricité pendant que l'autre il se blesse en bas, il faut appeler les pompiers. Bon, tandis que là, sinon il est dans harnais, on peut le remonter. Bon, très bien. Alors, c'est pas un métier très compliqué, mais c'est un travail un peu spécialisé. Et puis, spécialisé dans la mesure où, quand même, on descend un petit peu dans l'inconnu. Parce qu'il y a des puits, ils font 30 mètres de profondeur. Hein, bon, alors, il faut un casque, il faut un éclairage. Et maintenant, on peut mettre un casque avec, on peut se parler. Bon, c'est pas très cher comme. Alors, j'aurais bien aimé que tous ceux qui m'entendent, on peut former, comme il y a 10 millions, à peu près 10 millions de puits, il y a du boulot. Alors, il peut y avoir aussi des jeunes qui m'entendent, qui se disent, ça me plairait. Parce qu'il n'y a pas que des voyous qui vendent de la drogue. Il y a aussi des jeunes qui veulent, euh, qui veulent faire un métier honorable. Voilà. Bon, eh bien, dans ces conditions,
ils peuvent m'écrire, ils peuvent me téléphoner, ils peuvent me rencontrer s'ils veulent, et on pourrait faire, en France, on pourrait faire, j'ai essayé, je suis en train de construire à peu près 3 confréries. Bon, les confréries des puisatiers de France. Pourquoi pas? Bon, ça existait autrefois au Moyen Âge. Bon, maintenant, on peut refaire. Moi, je suis prêt à aider tout le monde de bonne volonté. Ceux qui veulent faire ce boulot, moi, je vais leur apprendre. Avec les vidéoconférences que nous avons maintenant, mais on ne se rend pas compte, on a de l'or. Et on essaie de l'utiliser à bon escient, le plus intelligemment possible pour transmettre, parce que comme je vous le disais, et je pense que je le dirai à chaque épisode si nécessaire, l'émission, les épisodes que nous faisons en cette période 2025-2026, et même après, ce n'est pas seulement pour, j'allais dire, les personnes d'aujourd'hui, de notre époque, c'est aussi et surtout pour les générations futures, parce que j'espère que d'ici la fin du siècle, le puisatier redeviendra à la mode, on retrouvera ce savoir d'antan qui a progressivement disparu pour de multiples facteurs, causalités, raisons, etc. Et donc, encore une fois, Isidore, parce que je préfère la lucidité à la naïveté, c'est que vous comme moi, on n'est pas éternel, tout peut arriver demain, et je préfère qu'il y ait des archives et qu'il y ait quelque chose de tangible, même si c'est pas grand-chose sur la quantité, mais comment sur la qualité, on est quelque chose de concret, parce que si vous avez encore des retours aujourd'hui, après des semaines, voire des mois depuis la première émission, c'est que on voit bien que les gens ont retrouvé quand même le goût à quelque chose. Et c'est pas forcé d'être une majorité, ça peut être une minorité qui devient colibri. En fait, nous avons des colibris. Les colibris, c'est quoi? C'est ce fameux petit oiseau qui, chaque goutte d'eau, va essayer d'éteindre un incendie de forêt, justement. Mais quand ils sont des millions de colibris, il faut imaginer le pouvoir que ça peut avoir. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc de la déclaration du puits qui est très simple avec une forme de CERFA pour la mairie. Maintenant, on va évoquer le compteur obligatoire pour tout pompage. Alors, comment se fait ce compteur? Est-ce que c'est comme un compteur EDF, GDF? Est-ce que c'est Pareil, pareil? pareil. Il faut, D'accord. et d'ailleurs, tous les agriculteurs en ont un, hein. Et Oui, puis, au-delà de tant de mètres cubes, ils payent. Alors, il y a une d'accord. facturation, c'est tout. Alors, Très bien. alors, pourquoi? Alors, bien sûr, on peut se poser la question. Il y a des, il y a des millions de forages qui ont été créés chez les particuliers. Alors, il y en a certains, 90%, qui vont entendre ça en disant quoi? Il faut des compteurs. Eh ben oui, depuis 2009, je crois que la loi c'est 2009, il faut des puits sur tous les forages et les puits, bien sûr. Alors, au-delà de 1000 mètres cubes par an, eh bien, il faut payer. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de contrôle, Nicolas, il n'y a pas de contrôle. Donc, tout le monde fait ce comme il peut, comme il veut. Voilà, bon, vogue la galère. Bon, tant que ça va, ça va. C'est ça. Très bien. Mais sinon, Euh, tous les puits, c'est obligatoire. alors, si vous pouviez faire un petit résumé de cet épisode que l'on vient de faire aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement pour les spectateurs? Eh bien, je pense que l'avenir, c'est avec moi ou sans moi, hein. Ce sera au débouchage des anciens puits. Il y en a, mais Nicolas, vous êtes jeune, bien sûr. Mais comment vous expliquer ça? 10 millions. C'est moi qui fais le calcul. On était 55 millions à peu près dans ces années-là. Et toutes les maisons avaient un puits. Donc, il faut diviser par 5. Moi, j'ai divisé 50 millions par 5. Parce qu'il y a 5 personnes dans une famille à l'époque. C'est moi qui le dis.
On avait En évoqué le moyenne, calcul dans le premier épisode. On est grosso modo, oui, entre 8 et 10 millions de puits voilà, en France métropolitaine, on c'est précise. ça. Donc répartis, alors c'est énorme parce qu'il faut imaginer que c'est l'équivalent aujourd'hui à peu près de, j'y pensais tout à l'heure, de 7, allez, on va dire 6-7 personnes par puits présent dans le pays. Donc c'est quand même assez démentiel. Et donc il y a à peu près, oui, 10 millions de puits, il y en a les trois quarts qui sont inutilisés, qui sont abandonnés, ou alors qui sont détruits pour faire des projets autoroutiers, si on réfère à ce que à l'émission que j'ai faite avec Marie-Françoise de Haute-Savoie. C'est C'est comme ça ça. d'ailleurs que vous m'avez contacté par la suite. Voilà, donc on a cet état de fait. Donc, pour synthétiser cet épisode, en fait, appeler, contacter les amis des puits, d'accord. Je remets en description le lien de l'association, les différents éléments pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez contacter Isidore suite à l'émission, lui écrire par mail, etc. Et puis, dans le prochain épisode, on parlera d'un ouvrage que vous avez écrit sur la grande histoire des puits, qui nous permettra de mieux comprendre un petit peu d'où cela vient et comment, euh, quelle est l'origine finalement des puits que nous avons. Et au fur et à mesure, voilà, on va étayer tout ça, on va se perfectionner et en restant pédagogue et facile d'accès à tous. Voilà. Par contre, alors, je peux ajouter simplement que toutes les personnes qui, toujours de bonne volonté, surtout, je dis, bon, à un certain âge, parce qu'on ne descend pas d'un puits quand on a 80 ans, évidemment, mais des jeunes qui m'entendent, ils ont un boulot intéressant, qui ont un travail, disons, à l'air libre, à leur horaire, quand ils veulent, voilà, à condition de faire un travail correct, bien sûr. Et alors, ils pourraient fonder, je peux les aider à créer des associations. Et pourquoi une confrérie? Parce qu'une confrérie, ça unit les gens dans une direction sociale, dans une direction de solidarité, une solution humaine. Parce que voilà, c'est dans ce but-là. La confrérie, c'est le côté humain de la chose. Enfin, c'est moi qui le dis. Oui, mais en fait, c'est Après, ça, c'est que l'activité de puisatier, c'est aussi un vivier d'emploi pour ceux ah qui... là là, Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que en plus de ça, le puisatier est d'intérêt public parce qu'au-delà de réhabiliter une activité, j'allais dire des puits abandonnés, on peut aussi donner de l'emploi à ceux qui sont un peu en errance ou en déshérence, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas quoi faire et qui voudraient trouver un boulot, j'allais dire, non pas trop compliqué, mais en tout cas quelque chose qui peut être passionnant, qui soit source de rencontres et qui en plus est d'intérêt général pour le présent et pour l'avenir. alors, Nicolas, je viens de penser à un truc. Mais ils existent déjà. Alors, je vous indique pourquoi. J'emploie cette phrase. Ils existent déjà. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a des milliers, c'est pas des centaines, des milliers de jeunes qui illégalement créent des forages. J'appelle ça des clandestins. Pour se faire du pognon, ils vont chez les gens. Ils disent, ah bon, vous voulez pas que je vous nettoie votre toit? Vous voulez pas que je vous coupe votre haie? Vous voulez pas que je coupe votre gazon? Ah, vous voulez pas que je vous fasse votre forage? Eux, ils parlent pas de puits, ils parlent de forage, ils connaissent pas la différence. Et les gens, les propriétaires, surtout dans ma région, mais en France c'est pareil, ils font faire des forages par des jeunes qui font ça au black. Moi, je les accuse pas de travailler au noir. Je m'en fous. L'important, c'est de faire du bon boulot. Mais ils ne le connaissent pas. Mais je suis prêt. Ces gens-là, s'ils veulent, il y a l'orgueil, la vanité, la prétention. Ils ont tout ça, bien sûr, certains.
ils ont tout fait, ils ont tout vu. Mais cela, c'est pas ça le plus intéressant. Ce sont ceux qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire et qui vont me dire, Isidore, ça me plairait, j'ai fait des forages, c'est catastrophique. Apprenez-moi à faire des puits. Eh bien, il y en a des centaines. Eh bien, on pourrait créer des associations et puis faire, parce que la demande en puits, elle est considérable. Elle est considérable. Mais faut pas faire des forages n'importe où, n'importe comment, pour avoir n'importe quoi. Puisqu'il y a de la bono, prenons de la bono. Ça s'arrête là. Il n'y a rien de compliqué. Il faut la détecter. Il y a suffisamment de sourciers en France pour détecter les veines. Eh bien, ensuite, il n'y a pas de puisatier pour faire des puits. Il n'y a que des foreurs. Alors, il y a des bons foreurs. Bien sûr, il n'y a pas que des mauvais foreurs. Il y a des foreurs qui essayent de faire au mieux. Et c'est pas facile pour un foreur de vouloir faire au mieux. Et puis, il y a les autres. Il n'y a que l'intérêt financier qui les intéresse. Et je comprends tout le monde. Mais bon, l'intérêt, c'est pas de, l'intérêt financier, oui, à condition que le travail, à la fin, soit de bonne qualité. Ça s'arrête là. Faisons des, quand on fait un forage, on fait le même boulot qu'un puits. Le même. C'est le même travail, mais le résultat n'est pas le même. C'est pour ça que je fais la différence entre les foreurs et les puisatiers. Le puisatier, la, la finalité, il va avoir 98% d'eau potable, alors que le foreur, lui, ben, il en aura pas. Mais bon, alors il y a des foreurs, des fois, quelques-uns, mais très peu, hein, qui m'appellent et qui me disent à tel endroit comment on pourrait faire pour. Alors, c'est pas simple parce que ils ont un matériel qui leur permettent pas non plus de la délicatesse. Parce que Ouais. en tant que puisatier, on peut avoir un petit peu de machine, mais les machines permettent à faire le gros œuvre. Et ensuite, on termine à la main. Eh oui, on termine à la main, mais parce que nous, on puise pas dans des, comment dirais-je, dans des, les foreurs, il vous faut 300 mètres. Parce que dans leur, mais Nicolas, il y a des gens qui croient que plus on va profond, plus il y a de l'eau. Il y a des gens comme ça, même des foreurs, hein. Attention, hein. Il y a des foreurs, ils pensent que plus ils vont aller profond, plus ils vont trouver de l'eau. Incroyable, mais c'est comme ça. Et en plus, il y a encore les idées reçues moyenâgeuses. Plus on va aller profond, plus on aura de la bonne eau. Parce qu'ils croient que la bonne eau, c'est en profondeur. C'est, je ne sais pas comment on dit, c'est, il y a des mots psychologiques, je ne sais pas. C'est, D'accord. voilà. Alors que Bon, en tout cas, oui, allez-y. alors, donc, moralité de cette affaire, il y a du boulot. Ah, ça, c'est un boulot fantastique, puisque la majorité des gens qui habitent à, à la campagne ont des puits. Il faut déjà les déboucher. Bon, ils gagnent, attention, hein, Nicolas, ils gagnent leur vie, hein. Faut pas croire, hein. On en Et, parlait dans le précédent épisode, justement, du ils gagnent tarif. leur vie, hein. Ils peuvent gagner beaucoup, 2 fois le SMIC facile, Ah, suivant les. Oui, oui. mais c'est pas le but de gagner de l'argent. C'est le but d'avoir fait un échange entre l'argent qu'ils reçoivent, qu'on peut considérer comme un don. Ils donnent et ils reçoivent un don. Un don, c'est de l'argent. Bon, et ça sert pour vivre, bien sûr. Et le puits qu'ils ont fait, ça va servir pour survivre pour des personnes. Mais je sais pas, il n'y a rien de plus simple. Moi, je trouve rien de compliqué dans les échanges, je ne trouve rien de compliqué. Mais c'est tout en étant auto-entrepreneur.
en payant ses impôts normaux. Je ne préconise pas de faire du travail au black. Bien sûr que non. Du travail normal, naturel. Alors, je parie qu'il y a des centaines de jeunes. Enfin, je vais mourir au boulot parce que s'il y a des centaines qui m'appellent, je suis foutu. Je suis tout seul à faire ça. C'est bon. Mais bon, admettons. Bon, peu importe s'ils sont des centaines. Mais je répondrai comme je peux à tout le monde. On fera des vidéoconférences avec Nicolas. De toute façon, voilà, Extraordinaire. les épisodes que nous faisons, c'est pour répondre aussi en anticipation des questions éventuelles qui vont vous être posées. Donc, j'invite les spectateurs à partager les différents épisodes pour que justement ça puisse être compris par tous. Donc, voilà, là, on a fini le deuxième épisode ensemble, Isidore. Et la prochaine fois, on parlera de votre ouvrage sur la grande histoire des puits, parce que comme ça, on pourra récupérer le chaînon manquant sur tout l'historique. Donc, merci à vous, Isidore, pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne soirée.